Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le pianiste François-Frédéric Guy. Bonjour François-Frédéric. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous êtes né à Vernon dans l'Eure à 11 ans. Vous intégrez le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la classe de Dominique Merlet et Christian Ivaldi. Diplômé en 89, vous gagnez le premier prix du jury au concours de Munich et en 1992, le premier prix et le prix d'interprétation du concours Unissa de Pretoria. En 1994, vous êtes l'invité de la Fondation du Lac de Côme et suivez l'enseignement de Karl Ulrich Schnabel, le fils d'Arthur Schnabel, de Léon Fleischer, de Murray Peraya, de Charles Rosen, de Footsong et du grand baryton Dietrich Fischer-Dieskau. Depuis, vous collaborez avec des chefs de renommée internationale tels que Paavo Berglund, Daniel Harding, Philippe Jordan, Esa-Pekka Salonen, Michael Tilson Thomas ou Wolfgang Sawallisch. Passionné par le répertoire contemporain, vous vous faites l'interprète de compositeurs comme Ivan Fedel, Tristan Murail, Gérard Pesson ou Hugues Dufour. En 2012, vous créez le double concerto de Bruno Mantovani ainsi que le premier livre du cycle pour piano en pièces de Marc Monet. En 2014, vous donnez à Séoul la création asiatique du Désenchantement du monde pour piano et orchestre de Tristan Murail et en 2018, la création mondiale de Cailloux dans l'eau. En mars 2017, vous faites vos débuts de chef d'orchestre à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, en dirigeant la 5e symphonie de Beethoven avec l'Orchestre de chambre de Paris. Je vous propose de débuter notre entretien par l'adagio de la sonate pour piano numéro 8 en la mineur de Ludwig van Beethoven.
C'était l'adagio de la sonate pour piano numéro 8 en la mineur de Ludwig van Beethoven, dont vous avez enregistré l'intégrale des sonates pour piano chez Zigzag Territoire. Alors dites-nous, que représente la musique de Beethoven dans votre vie ? Vous l'aurez compris, la musique de Beethoven est un petit peu au centre de mes préoccupations musicales et de ma vie musicale intérieure et extérieure. Effectivement, c'était une belle aventure, une magnifique aventure, ces 32 sonates de Beethoven, il y a déjà fort longtemps, il y a déjà une dizaine d'années, mais qui faisait évidemment, faisait partie d'un grand projet que j'ai appelé à l'époque le Beethoven Project, et qui était un peu comme une grande œuvre en 3 actes, c'est-à-dire l'intégralité des sonates, bien sûr, l'intégralité des concertos pour piano que nous avons enregistrés à l'époque avec Philippe Jordan et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, de nombreuses fois en concert, et aussi ces concertos que j'ai réenregistrés il y a 2 ans, cette fois-ci dirigés du piano avec le Symphonia Varsovia. Et puis le 3e acte, c'était la musique de chambre avec mes amis et partenaires fidèles de toujours, Xavier Phillips et surtout aussi Teddy Papavrami, le violoniste avec lequel j'ai aussi enregistré les sonates pour violon. Donc, voilà. Et alors, les sonates pour piano seul, combien de temps avez-vous mis pour assimiler un corpus d'une telle ampleur ? C'est difficile à dire. De toute façon, c'est de la musique que je travaillais depuis toujours. Et puis, un jour, on m'a proposé au Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo, sous l'impulsion du compositeur Marc Monet, qui était le directeur de ce festival, de jouer les 32 sonates sur la durée du festival, donc en 10 jours. Oh mon Dieu. Voilà. Et à l'époque, je n'avais que la moitié des sonates à mon répertoire, donc j'en avais 16 à apprendre, dont certaines très très difficiles et très célèbres. En combien de temps ? Il a fallu apprendre. Il me l'a dit à peu près 1 an avant. Donc voilà, mais ça représentait évidemment, je le rappelle pour nos auditeurs, 600 pages de musique, 11h30 d'interprétation, enfin voilà, 9 concerts. On ne se sent pas découragé devant un tel... Non, au contraire. Alors, il y a deux catégories de personnes. Devant les défis, il y a ceux qui se sauvent en courant et il y a ceux qui se jettent à l'eau. Mais évidemment, c'est un risque calculé. Si je n'avais pas pensé, peut-être immodestement, que je pouvais le faire, jamais je n'aurais tenté l'expérience. Depuis, j'ai fait plus d'une dizaine d'intégrales en concert et je n'ai jamais regretté cette première intégrale, cet épisode pilote, je dirais, mais qui a lancé mon Beethoven Project et qui d'une certaine manière, a déterminé mon parcours durant les 12 dernières années. C'était en 2008, je le précise. Est-ce que vous avez un souvenir de la première œuvre de Beethoven que vous avez abordée ? Alors, abordée, je crois que c'était une petite sonatine dans ces fameuses Werk ohne Opus, les œuvres sans numéro d'opus qu'il a écrit quand il était plus jeune lui-même et aussi à destination des enfants. Mais ce que je peux te dire, c'est que la première œuvre que j'ai entendue chez mes parents à la maison, c'était le 5e concerto pour piano, dit l'Empereur. C'était un enregistrement assez peu connu d'un pianiste tchèque que par la suite j'ai appris à mieux découvrir, à mieux connaître, qui s'appelait Rudolf Firkushny, qui est très connu bien sûr. Mais on avait ce disque, je ne sais pas pourquoi, à la maison.
On n'avait pas les références beethoveniennes classiques, encore qu'on avait certaines sonates par Wilhelm Kempff, je me souviens, et que j'ai écouté par la suite. Mais ce 5e concerto était le déclencheur, je dirais. Ça reste finalement, au jour d'aujourd'hui, avec le 2e concerto de Brahms, les œuvres que j'ai le plus jouées en public. Et alors, en dehors de Firkushny et Kempff, quels étaient les grands interprètes qui vous ont inspiré dans ce répertoire, qui vous ont marqué? Dans ce répertoire, donc effectivement, il y avait Kempff, on avait quelques sonates en disque, je me souviens, c'est disque Deutsche Grammophon, c'est LP comme on dit, mais on avait aussi Brendel, je me souviens avoir très tôt entendu Brendel, aussi bien dans Beethoven que dans Schubert, et à la maison, on écoutait aussi beaucoup de musique russe. Et je me souviens d'un disque particulier qui a déterminé beaucoup mon désir d'être pianiste, qui était un disque du pianiste américain Byron Janis, accompagné par le chef d'orchestre russe Kirill Kondrashin, ce fameux disque du premier concerto de Rachmaninov et 3e de Prokofiev. Et ça a été un disque que j'ai écouté, réécouté, et je dis souvent, mon père préférait Rachmaninov à Prokofiev. Il était lui-même très bon pianiste amateur, mon père. Mais Prokofiev lui paraissait un peu trop sauvage à son goût. Il aimait plutôt le grand piano romantique. Et pendant des années, on a écouté finalement que le Rachmaninov. Que la moitié du disque, oui. Et un jour, j'ai tué le père. J'ai retourné le disque et écouté le Prokofiev qui m'a semblé absolument extraordinaire. Et du reste, j'ai beaucoup plus joué par la suite Prokofiev que Rachmaninov, bien que j'ai toujours gardé ce premier concerto de Rachmaninov à mon répertoire, encore tout récemment. Alors, je vous propose de continuer en vous écoutant. On va continuer donc votre parcours discographique avec l'allegro de la sonate en fa numéro 5, opus 24 de Ludwig van Beethoven. Teddy Papavrani est au violon.
L'Allegro de la sonate en fa numéro 5, opus 24 de Ludwig van Beethoven. Notre invité, François-Frédéric Guy, était au piano, Teddy Papavrami était au violon. Alors dites-nous, comment avez-vous fait la rencontre de Teddy Papavrami ? Alors, j'avais rencontré Teddy dans un festival il y a très très longtemps, il y a peut-être 25 ans, un festival de musique de chambre, et nous avions joué par hasard ensemble, nous y avons programmé, mais nous ne nous connaissions pas. Nous avions joué, je crois, un quatuor de Brahms. Et puis par la suite, on s'est retrouvés, on a eu envie d'avoir une collaboration plus approfondie. Et moi, j'ai toujours admiré le parcours exceptionnel de Teddy, aussi bien personnel que musical. Je rappelle qu'il a fui l'Albanie de Enver Hoxha avec les menaces, évidemment, sur sa famille qui a été déportée, etc. Et en même temps, il a été, j'allais dire, l'enfant prodige du régime, bien malgré lui. Et il le raconte d'ailleurs dans un merveilleux livre que je recommande à tous nos auditeurs qui s'appelle Fugue pour violon seul,
qu'il a lui-même écrit, c'est sa biographie de ses premières années. Et c'est un parcours extrêmement émouvant, c'est poignant. Teddy est vraiment, je peux le dire, un génie. Je ne dis pas ça parce que c'est mon partenaire, mais c'est un seigneur du violon. Et il a réussi, grâce aussi à l'aide de Pierre Amoyal, qui l'a accueilli dans sa classe en France, à échapper à ce régime totalitaire et finalement à avoir ce parcours absolument extraordinaire qui n'était plus seulement celui de l'enfant prodige, mais simplement du très grand musicien et artiste qu'il allait devenir par la suite. Alors qu'aimez-vous dans son jeu? Qu'est-ce qui vous séduit? C'est avant tout, je pense, une espèce d'honnêteté solaire, j'appellerais ça. C'est-à-dire que les interprètes honnêtes par rapport à la musique, ça ne suffit pas. Les interprètes qui distordent le compositeur en se faisant passer eux-mêmes pour des génies, disons, se faisant passer avant le compositeur, je n'aime pas non plus. Mais ceux qui arrivent au travers de l'œuvre à montrer, j'allais dire, la richesse infinie de la musique. Et je pense, par exemple, Teddy a magnifiquement enregistré les Caprices de Paganini. Peu de violonistes y sont frottés. Et il a fait un enregistrement public, un enregistrement studio, un enregistrement public. Et on peut voir à quel point il dépasse la simple transcendance technique que requièrent évidemment ces œuvres transcendantes, mais pour en faire la continuité des grandes œuvres de Bach. Car les Paganini étaient hérités au niveau harmonique, au niveau de la phrase musicale, des grandes œuvres pour violon seul de Bach. Simplement, comme Liszt au piano, il fait évoluer la technique du violon de manière... à ce point-là. De manière absolument transcendante et renversante. Et ça va conditionner évidemment tous les compositeurs suivants, Tchaïkovski, Prokofiev, tous les grands concertos pour violon vont être hérités de même de Brahms, je dirais. Et donc, Teddy a cette magie. C'est un artiste pur. Pour moi, c'est le continuateur de Heifetz. Ça, vraiment... c'est un compliment. Ah oui. Et je pèse mes mots. C'est vraiment, j'encourage le public qui ne le connaît pas forcément encore à découvrir. Il a une énorme discographie. Et on peut le voir régulièrement sur toutes les scènes, y compris en Belgique, où il a souvent enregistré avec l'Orchestre de Liège. Oui, c'est vraiment un artiste merveilleux. Nous serons d'ailleurs, j'y pense, au festival de Stavelot cet été, alors qu'un festival créé par évidemment un autre artiste mythique un autre violoniste mythique, Arthur Grumio, qui est aussi une référence aussi bien pour Teddy que pour moi. Et donc nous y serons, je crois, début août, le 3 août, je crois. Alors, dites-nous, François-Frédéric, aimez-vous créer des œuvres contemporaines? Ah mais oui, pour moi la création fait partie intégrante de ce que, j'allais dire, de la mission de l'artiste. Alors je ne fais pas seulement par devoir, je le fais par évidemment pur plaisir musical. Mais quand on regarde l'histoire de la musique, toutes les œuvres qui sont vraiment restées, je dirais, les œuvres qui ont marqué vraiment le parcours musical depuis le XVIIIe siècle, ce sont des œuvres qui étaient un petit peu audacieuses, des œuvres qui ont été, quand on voit les sonates de Beethoven, quand on voit ce que Liszt a fait après au piano, quand on voit la révolution de Debussy, quand on voit Jean-Sébastien Bach, les derniers concertos de Mozart, toutes ces œuvres marqueurs, j'allais dire, de l'histoire, il a fallu être créatif pour les interprètes à l'époque. Alors à l'époque de Mozart, c'est lui-même qui jouait ses propres concertos, mais voilà, Liszt a été le premier à jouer la Hammerklavier de Beethoven, donc à jouer de la musique contemporaine et des œuvres ardues pour le public. Maintenant, il n'y a aucune raison que ça change. Les interprètes doivent se faire les interprètes de la musique des créateurs d'aujourd'hui. Montrer au public qu'il y a une continuité, que c'est pas tout d'un coup des ovnis musicaux qui arrivent dans de ses eaux. Il y a une grande continuité musicale. On parlait de Tristan Murail, vous me rappeliez dans mon parcours. J'ai créé son premier concerto pour piano. Je vais créer le deuxième l'année prochaine dans toutes les grandes salles du monde. C'est un compositeur qui a été influencé par Debussy, par Messiaen qui était son professeur. Mais il me dit aussi, quand il cherche à écrire de manière virtuose pour le piano, un trait dans un concerto, il va toujours regarder les partitions de Liszt, par exemple. Non pas pour copier, mais pour se remémorer à quel point la transcendance de Liszt techniquement a vraiment été, comme je disais, un marqueur dans l'histoire de la musique. Et même encore en 2021, on se réfère à la virtuosité pianistique de Liszt quand on écrit, quand on est un compositeur. Donc c'est vraiment... il y a cette continuité.
Quand je joue du Murail, je n'entends pas littéralement, mais je pense à Liszt, je pense à Scriabine, je pense bien sûr au courant de la musique française, à Debussy, à la clarté de Ravel, à l'invention mystique de Messiaen, voilà, et à la musique spectrale dont il est un des inventeurs. Et alors, lorsque vous collaborez avec un compositeur, est-ce que vous leur donnez des conseils? Est-ce qu'ils les sollicitent? Est-ce qu'il y a un échange? Alors, il y a un échange. Je ne donne pas de conseils. Souvent, les compositeurs, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Hugues Dufour, avec Marc Monet, vous vous rappelez, je viens de sortir un disque dédié à Marc Monet tout récemment. Souvent, ils me demandent, en me montrant le manuscrit, en me montrant la partition, ils me demandent s'il y a des choses qu'il faudrait éventuellement non pas réécrire du point de vue de la conception musicale, puisque ça, c'est leur domaine, mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être plus ergonomiques, plus véhiculer la même idée musicale, mais de manière plus rationnelle, ou au contraire, il y a des compositeurs qui visent l'irrationalité, visent j'allais dire, la difficulté intrinsèque. C'est le cas, par exemple, de certaines pièces de Marc Monet, où il dit, ben non, justement, l'idée, c'est pas de simplifier, c'est au contraire de montrer à quel point il faut faire un exploit pour y arriver. Mais ça a toujours existé. Quand on voit la cadence du deuxième concerto de Prokofiev, qu'on a entendu cette semaine au concours Reine-Élisabeth, la cadence du deuxième concerto de Prokofiev, c'est quelque chose qui repousse les limites à l'époque du piano. Et donc, il y a toujours ce côté aller au-delà des limites. Et évidemment, quand on travaille de près, collabore avec un compositeur, il y a toujours cette frontière. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Est-ce que nous-mêmes, on va être capable de jouer ce qui est écrit? Ou est-ce qu'on sollicite une simplification ou un changement qui ne serait pas si ergonomique? Ou au contraire, on dit ça fait partie intégrante de l'idée de l'œuvre. Je rappelle par exemple que la sonate Hammer-Clavier de Beethoven a été considérée pendant presque une cinquantaine d'années après sa création comme injouable. Il a fallu attendre Liszt, Clara Schumann. Il y avait 3 pianistes qui jouaient cette œuvre. Donc, c'est très peu. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus de la difficulté proposée éventuellement par un compositeur. Et c'est un défi, j'imagine. Ah, c'est un grand défi. Et puis, de toute façon, la création, qu'on soit au XXIe siècle, au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, il y a de la bonne musique et de la mauvaise musique. Et puis, il y a de la musique qui nous inspire et celle qui nous laisse de marbre. Ça a toujours existé. L'histoire a fait le tri. Combien de Beethoven pour un seul? Pour combien de Diabelli ou d'autres compositeurs, j'allais dire, de mineurs moins importants? Voilà, là, l'histoire a fait le tri. Alors, je propose de continuer à vous écouter avec un nouvel album que vous nous amenez. Voici l'Adagio du trio en la mineur opus 114. Donc François-Frédéric Guy est au piano, Miguel da Silva à l'alto et Xavier Phillips au violoncelle.
L'Adagio du trio en la mineur, opus 114, François-Frédéric Guy est au piano, Miguel da Silva à l'alto et Xavier Phillips au violoncelle. Alors, cette année, vous faites partie du prestigieux concours Reine Elisabeth. Comment a débuté cette aventure pour vous? Elle a débuté il y a quelques années déjà, puisque, comme vous le savez peut-être, le concours devait avoir lieu en 2020, en mai 2020, et à cause de la pandémie qui touche le monde entier, le concours a été reporté cette année, mais nous avons été, j'allais dire, demandés pour ce jury en 2019. Le processus a commencé en 2019. Nous avons fait les premières auditions en 2020, en février 2020, donc la première étape sur vidéo pour sélectionner la présélection. Voilà. Et puis, voilà, il a fallu attendre mai 2021 pour enfin que ce concours ait lieu. Et c'est vrai que c'est un exploit, je dois dire, de la part de l'organisation du concours et puis de tout le pays. On a vu à quel point la reine était engagée pour faire la promotion, non seulement du concours en lui-même, mais j'allais dire la promotion de la musique auprès de tout un pays, auprès des jeunes, à la télévision. À quel point elle était présente aux épreuves. Elle est venue l'année dernière aux présélections, qui ne sont pas aussi, j'allais dire, prestigieuses que la demi-finale ou la finale, mais elle était là pour aussi nous encourager à ce que ce concours vive et puisse avoir lieu. À l'époque, il y a un an, on ne savait pas si on allait pouvoir finalement le faire. Donc il faut se rendre compte de l'exploit que ça a été pour l'organisation. Le fait que les épreuves aient été, j'allais dire, retransmises en streaming. Et puis aussi l'exploit que représente pour les candidats le fait de jouer sans public, simplement avec les caméras. Alors, la difficulté du streaming, déjà pour des artistes aguerris et encore plus pour des jeunes qui débutent dans la carrière, c'est de jouer sans public, mais potentiellement avec 100 000 auditeurs et spectateurs. Donc, dans leur tête, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué, Oui, oui. oui, oui. C'est pas des conditions habituelles et je salue le professionnalisme, l'engagement et puis la maîtrise de ces jeunes qui est vraiment extraordinaire. Alors dites-nous, quelles sont les qualités que vous recherchez chez un candidat, chez un jeune musicien? Oui, on se pose toujours cette question parce Exact. que vu de l'extérieur, et quelque part c'est vrai, ils jouent tous très bien. Objectivement, vraiment, je ne peux pas dire mieux. Ils sont tous très talentueux. Déjà, s'ils ont été présélectionnés, puis quand ils arrivent en demi-finale et en finale, on sait bien qu'ils sont vraiment très talentueux. Moi, ce que je recherche personnellement, je me pose plusieurs questions. Quand j'entends un jeune artiste, je me dis, est-ce que j'aurais envie d'aller l'écouter en concert ? Est-ce que si je le vois au Palais des Beaux-Arts, à la Philharmonie de Paris ou de Berlin, est-ce que j'aurais envie d'acheter un ticket pour aller l'écouter ? Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose par rapport à tous ces pianistes de toute génération confondue ? Donc, est-ce que ce pianiste va avoir cette personnalité qui va nous faire vibrer, nous transmettre l'émotion de ces compositions de génie de Beethoven, de Debussy, de Brahms, de Rachmaninoff. Est-ce qu'on va vraiment, non pas forcément avoir quelque chose de nouveau, mais avoir un autre éclairage, la même musique, mais par un prisme différent et surtout avec cette acuité qui est l'apanage des grands artistes. Donc ça, c'est la première chose. Il faut aussi se demander, est-ce que cet artiste a aussi j'allais dire, les capacités de supporter ce que nécessite une carrière internationale. Sauter d'un avion à l'autre pour aller jouer un concerto ici, un autre 3 jours après là, enregistrer un disque, avoir la pression des médias, la pression toujours de la critique. Donc on voit, quand on les voit entrer sur scène et puis au fil des épreuves, ils ont tellement d'œuvres difficiles à jouer, on se rend compte de la manière dont ils maîtrisent déjà si jeunes, j'allais dire, la pression, est-ce qu'ils sont vraiment dans la musique ou est-ce que l'enjeu les dépasse un petit peu? C'est difficile. On le voit aussi, je ne fais pas de comparaison de ce qui n'est pas comparable, mais un peu dans le sport, c'est un petit peu comme ça. Souvent, moi je me souviens des tennisman à Roland-Garros, on en voit qui sont très doués, et puis tout d'un coup arrivent les demi-finales et finales, et puis on sent qu'ils ont une telle pression et qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Mais voilà, ça c'est une petite comparaison qu'on pourrait faire aussi avec les musiciens. Quelquefois, l'enjeu les tétanise un peu. Ou alors il y a ceux au contraire qui sont complètement dans la musique et qui pour eux, voilà, c'est
c'est l'évidence, c'est le plaisir de donner au public, au futur public de leur concert, faire partager leur art avec le public. C'est un équilibre qui est très délicat, j'imagine. C'est très subtil. Et puis, les membres du jury, aussi éminents puissent-ils être, ne sont pas infaillibles. Et une douzaine de membres du jury, on peut avoir des avis différents. C'est la beauté aussi de l'art. Je dirais que le sport est quantifiable. Voilà, une équipe de football, il y a un nombre de buts. S'il a le plus de buts que l'autre, voilà, il gagne. En art, c'est très difficile. Qui gagne? À partir de combien de points? Il n'y a pas de critères. C'est une alchimie entre la magie, le respect du compositeur, la transmission au public, être à l'aise en public, savoir, c'est pas facile d'être devant 2000 personnes et puis tout seul et de jouer. C'est quelque chose de... Voilà, il y a toute cette alchimie qui doit faire un grand artiste. Et la technique? Ah, mais bien sûr. Mais je dirais que maintenant, quand ils arrivent, tous ces jeunes, ils ont une telle maîtrise. On me demande souvent, est-ce qu'on joue mieux maintenant qu'on ne jouait il y a 20 ans ou il y a 40 ans? J'ai tendance à dire la maîtrise de l'instrument a indiscutablement évolué. Les jeunes maintenant, il n'y a aucun morceau ne leur résiste. Les morceaux, on parlait du deuxième concerto de Prokofiev. Je me souviens que moi, quand j'étais étudiant au CNS, au Conservatoire de Paris, personne ne jouait ce concerto. On jouait toujours le troisième et personne ne l'a... Alors que maintenant, c'est devenu la pierre de touche. Si on joue pas le deuxième de Prokofiev, on peut pas faire une carrière internationale. Donc vous voyez, il y a cette... Alors, est-ce que pour autant, on est un plus grand artiste? Ça, c'est une autre affaire. La technique a évolué. Après, est-ce que le monde poétique, spirituel, compte tenu aussi de l'environnement de ces jeunes, avec les réseaux sociaux, tout ce qui peut apparaître a priori comme un peu superficiel, alors qu'il faudrait peut-être lire plus de grands livres, aller au musée, s'ouvrir aux autres instruments, aussi s'ouvrir à la voix, aller à l'opéra, etc. Est-ce qu'ils prennent vraiment le temps de le faire pour affiner j'allais dire, pour que leur piano ne sonne pas en noir et blanc? Vous savez, je dis à mes élèves en masterclass, je dis souvent, vous allez voir, il y a un piano, il n'y a que deux couleurs. Le meuble est noir, les touches sont noires et il y a des touches blanches. Donc, il y a que du noir et blanc. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir j'allais dire, les instruments de l'orchestre qui sonnent à travers le piano. Donc, pour ça, il faut se cultiver. Il faut ouvrir son oreille et il faut être capable d'imaginer ces sons et que le piano ne ressemble pas à une télé en noir et blanc, mais qu'on passe vraiment définitivement à la télévision en couleur. Je leur dis souvent ça. Donc pour vous, c'est très important qu'ils s'intéressent également à d'autres formes d'art, à d'autres choses que juste le piano, la musique. Oui, surtout pas que le piano. D'ailleurs, souvent, j'encourage mes étudiants à ne pas à oublier le piano, définitivement. C'est-à-dire écouter les symphonies de Beethoven si vous jouez des symphonies de Beethoven, écouter les quatuors à cordes, allez écouter les grands opéras de Wagner si vous jouez du Liszt. Voilà, il faut s'ouvrir un petit peu. Et puis, bien sûr, s'ouvrir à autre chose que la musique. Connaître les grands peintres, aller dans les musées, quand on va à Amsterdam, aller au Rijke, quand on va à Paris, aller au Louvre, etc. Et c'est pas juste quelque chose de banal, il faut le faire. Et il faut le faire non seulement une fois, mais 10 fois, 15 fois. Parce que ça façonne le goût. Ça façonne le goût, exactement. Ça façonne le monde intérieur. Et c'est ça qu'on va entendre à travers une interprétation, parce qu'on pourrait se dire finalement, oui, il y a une partition, tout le monde la joue, c'est toujours la même. Oui, mais nous, ce qu'on va entendre, c'est le monde poétique. Sinon, on met un robot et il joue la partition parfaitement, avec le bon tempo, etc. Donc, on n'a plus besoin de pianiste. Ce qui nous intéresse, c'est le monde intérieur du pianiste, son monde poétique, à travers l'œuvre. C'est une alchimie d'ailleurs inexplicable par des mots. Vous aimez les prises de risque? Ah oui, alors il n'y a rien de pire qu'une interprétation scolaire, j'allais dire comme dans un concours de conservatoire. Là, on n'est pas du tout dans ce registre. Là, pour celui qui gagne le premier prix ou même l'un des 6 lauréats, le lendemain, il est une personne différente. Il est dans le métier. Il entre dans la carrière. Donc là, on ne lui demande pas juste de réussir un examen. Ça peut conditionner sa vie sur les 15 ou 20 prochaines années. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Hein. Alors, nous avons comme tradition dans Appassionato de vous convier à nous faire écouter un enregistrement que vous aimez. Oui. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre? J'ai choisi... d'ailleurs, ça illustre le propos que nous avions tout à l'heure. Je n'ai pas choisi du piano.
Un de mes compositeurs préférés depuis toujours, c'est Gustav Mahler. J'ai été très proche pendant des années avec mon très grand ami Henri-Louis de Lagrange, qui était le plus grand biographe de Gustav Mahler, qui aussi était le propriétaire de sa maison à Toplar, qui a récupéré les manuscrits directement des mains d'Alma Mahler dans les débuts des années 60. Bref, et j'ai voulu que le public écoute les 6 dernières minutes de la 8e symphonie de Gustav Mahler, qui est pour moi peut-être sa plus grande œuvre, bien que certains lui préfèrent des symphonies instrumentales comme la 9e. De toute façon, chaque symphonie est un monde. Mais lui-même disait que la 8e, toutes les symphonies précédentes préparaient cette œuvre. Qui est gigantesque par ses dimensions. Par ses dimensions, ses effectifs, et puis cette irrésistible soif d'absolu. Et d'ailleurs, qui utilise les scènes du second Faust de Goethe comme support poétique. C'est le 2e mouvement, et il y a ce fameux Chorus Mysticus qui avait déjà été utilisé par Liszt dans sa Faust symphonie au 19e siècle, et que là, Mahler amène dans les sommets absolus de ce qu'on peut imaginer écrire en musique et écouter en musique. On l'écoute maintenant.
Alors nous venons d'écouter le final Chorus Mysticus tiré de la 8e symphonie de Gustav Mahler, interprété par le London Philharmonic Orchestra, dirigé par Klaus Denstedt. Il s'agissait du choix de notre invité, François-Frédéric Guy. Votre rendez-vous musical Appassionato touche à sa fin. Merci beaucoup François-Frédéric Guy d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à Carlos Amaggio d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13 h, les jeudis à 17 h et les dimanches à 9 h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.